J'interviens dans un centre de lutte contre le cancer qui est à Nice et j'interviens également au centre hospitalier de Grasse. Et c'est vrai que c'est un plaisir aujourd'hui de partager avec vous, en tout cas, cette prise en charge que j'effectue auprès des patients dans le cadre de la prise en charge de leur santé sexuelle. Alors c'est vrai que quand on parle de santé sexuelle, de quoi parle-t-on? Donc pour faire en tout cas une brève définition et reprendre celle de la définition de l'OMS, que nous dit l'Organisation mondiale de la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal, et en tout cas qui ne saurait se réduire à l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. Et cette santé sexuelle, en tout cas, elle fait vraiment partie intégrante de la santé, du bien-être et aussi de la qualité de vie dans son ensemble. Donc, quand on voit par rapport au cancer, on est face quand même à un nombre de cas très important de personnes en France qu'il va falloir accompagner dans ce type de prise en charge. Et quand on regarde un petit peu les cancers les plus prévalents, on est face au cancer du sein qui touche une femme sur 8 en France, le cancer de la prostate, et on voit qu'on est vraiment là sur des organes qui vont impacter de façon directe ou indirecte la qualité de vie, de la santé sexuelle des patients. Et le taux de progression en ce qui concerne la guérison, on voit bien qu'à l'heure actuelle, les progrès de la recherche ont vraiment permis ces dernières années, en tout cas, d'augmenter ce taux de guérison qui va évoluer, bien entendu, fortement en fonction de la localisation, du stade du cancer. Mais c'est vrai qu'on est face à un nombre croissant de personnes qui ont un cancer, mais qui vont en guérir. Il faudra quand même accompagner, bien entendu, dans cette phase de l'après-cancer qui est tout aussi difficile quelquefois dans l'acceptation et en tout cas dans l'amélioration de la qualité de vie. Et quand bien même le cancer ne guérira pas ou deviendra une forme de maladie dite chronique, c'est-à-dire si les métastases partent à un moment donné au niveau de l'organisme, on se rend bien compte qu'avec les thérapies ciblées, avec toutes ces nouvelles thérapies à l'heure actuelle, nos patients rentrent dans des phases de chronicité et peuvent très bien vivre avec la maladie. Donc vivre avec un cancer à l'heure actuelle, c'est vivre avec des traitements qui vont peut-être durer longtemps, avec leurs propres effets secondaires, mais pour nos patients, dans cette balance en fin de compte entre leur qualité de vie, leur santé sexuelle et puis les effets secondaires des traitements, eh bien notre rôle, ça va être justement, en tout cas, d'essayer d'équilibrer cette balance pour pouvoir y trouver, en tout cas, cet équilibre qui sera vraiment nécessaire. Et c'est vrai que c'est pour ça que les soignants doivent donc développer des compétences pédagogiques pour apprendre à vivre avec, car justement, la maladie, elle va sortir de l'établissement de la santé, de nos établissements de soins, et on va devoir accompagner nos patients. Donc, quand on parle de dysfonction sexuelle, de quoi parle-t-on? Donc, on va se référer au DSM-5, qui est un manuel diagnostique où on retrouve l'ensemble des troubles. Mais là, l'intéressant, c'était quand même plutôt d'aborder vraiment ce qui va concerner essentiellement les atteintes au niveau de la cancérologie. Alors, on voit bien que quand on reprend un petit peu les études qui ont été faites essentiellement dans les pays anglo-saxons, il est vrai que dans le cadre du cancer du sein, on voit que pour les patientes, environ 50 à 90% des patientes ont des difficultés sexuelles qui sont décrites après le diagnostic d'une maladie de cancer, avec des troubles sévères et de longue durée chez plus d'une personne sur deux. Alors dans ces troubles, on va retrouver aussi bien l'absence de désir sexuel, les dyspareunies, c'est-à-dire les douleurs lors des rapports, on va retrouver les problèmes de lubrification, les difficultés avec l'orgasme, même si on sait que tout ça, de toute façon, c'est quand même toujours lié, c'est très difficile d'identifier un symptôme. Et bien entendu, dans le cas du cancer du sein, c'est toute cette problématique qui est liée aussi avec l'image corporelle. En ce qui concerne les hommes, on va retrouver les dysfonctions par rapport aux troubles de l'image corporelle, de l'estime de soi. Un patient qui a sa pochastomie, les selles qui sont à l'extérieur, c'est quelque chose de compliqué à vivre. Et donc, il y aura certainement un impact au niveau justement de l'estime de soi, de sa confiance en lui, avec des troubles du désir sexuel, des troubles de l'érection, les troubles de l'éjaculation ou les troubles de l'orgasme. Alors, on voit bien que les causes de l'altération de la sexualité qui sont décrites par les patients, en fin de compte, c'est toutes les fonctions de la sexualité qui, elles-mêmes, vont
être impacté de façon bien souvent combinée. Donc c'est la maladie en elle-même aussi qui peut avoir un impact, c'est la détresse psychologique sous-jacente, les traitements et leurs effets secondaires, ainsi que souvent une altération au niveau des relations sociales, des patients qui sortent plus, qui n'ont plus envie de rencontrer leurs amis, et même des problèmes de troubles et de manque de communication avec le partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver justement cette santé sexuelle? Alors là, j'ai essayé rapidement d'aborder un petit peu de quoi parle-t-on, pourquoi doit-on s'en occuper, pour quel traitement, avec quel cancer et quelle localisation, à quel moment du parcours doit-on l'aborder, qui doit l'aborder, et puis comment tout ça peut s'organiser. Alors de quoi parle-t-on? L'oncosexologie, c'est une discipline qui est à l'intersection entre l'oncologie et la médecine sexuelle. Elle est officiellement née en 2006 à Rotterdam quand le radiothérapeute Luca Incroci a créé la Société internationale d'oncosexologie. Donc on voit bien que c'est une discipline qui est récente et c'est surtout l'urologie qui a été une grande pourvoyeuse de dysfonction érectile radio-induite ou consécutive à la chirurgie pelvienne qui s'est intéressée justement à préserver au mieux la vie intime des patients. Parce qu'on retrouve dans les dates, en fin de compte, vous voyez que dès le début 1905, il y avait un urologue qui s'appelait Albarat qui avait déjà évalué la sexualité des patients après prostatectomie. Donc on voit que là-dessus, il y avait vraiment déjà la volonté d'accompagner dans cette démarche les patients. Il a fait en 1981 le premier article international sur la préservation de la sexualité dans le cancer de la prostate, avec la même année l'apparition des injections intracaverneuses. 2006, le premier congrès de l'International Society for Sexuality and Cancer sur le thème justement oncosexologie, une nouvelle discipline. Alors vous me direz, et la femme dans tout ça? Eh bien il est vrai que ce n'est qu'en 2010 que s'est tenu le premier congrès d'oncosexologie chez la femme. Alors bien entendu, les raisons pour lesquelles la sexualité féminine ça a été longtemps négligé, c'est pareil, c'est assez multiple. C'est-à-dire que déjà, les conséquences d'un trouble sexuel, ça ne se voit pas, c'est pas aussi visible que pour un homme. Et puis surtout, la médecine avait peu de solutions à proposer. Donc c'est vrai que pourquoi soulever une problématique si derrière, en tout cas, on n'a rien à proposer. Donc il a vraiment fallu attendre le développement récent des thérapies efficaces pour lutter contre les sécheresses vaginales qui ont permis justement, en tout cas, de faire avancer cette cause. Parce que c'est vrai que le cancer, quand il rentre dans la maison d'un patient, il va impacter ce qu'on appelle les 3 piliers essentiels de la sexualité. Tout ce qui est attrait au biologique, au psychologique et au relationnel. Et c'est vrai qu'on voit qu'on doit s'en occuper. Pourquoi? Alors si on se réfère à l'étude Vican 5, c'est une grosse étude qui a été faite auprès de plus de 4000 personnes où on a évalué 5 ans après l'annonce d'un traitement de cancer, un petit peu au niveau des soins de support, au niveau de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se retrouve que plus de 5 ans après un cancer, eh bien, plus d'une personne sur 2 souffre de séquelles qui sont dues justement au cancer et au traitement. Et pourtant, en fin de compte, 61% des patients qui ont eu recours aux soins de support le disent, en fin de compte, qu'ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes parce qu'il y a eu peu de personnes pour les renseigner dans cet accompagnement. Donc, dans cette étude, on a vu que les troubles de la sexualité sont très variables, bien entendu, selon la localisation du cancer. C'est évident que c'est souvent fréquent après un cancer de la prostate ou après une localisation de la sphère intime. Mais pourtant, ce qui reste intéressant, c'est de voir qu'une personne sur 5 a déclaré une dysfonction sexuelle 5 ans après le diagnostic de mélanome. Donc on voit bien que pour la moitié des répondants, il y a toujours pour eux souvent un trouble du désir, une difficulté à avoir un orgasme et puis une nette diminution de la fréquence des rapports. Donc c'est vrai qu'on voit bien que pour quelle personne, on a envie de dire en tout cas c'est pour tous les cancers parce que le concept de la sexualité c'est quelque chose de global, ça va toucher aussi bien la féminité, la masculinité, la séduction, l'image corporelle, la relation de son partenaire. Donc vous voyez c'est quelque chose de très global et que tout ça bien entendu ça va être en fonction de la localisation de la tumeur, du stade, de l'avancée et des traitements. Et on sait très bien que
qu'Elisa l'a bien expliqué auparavant, cette détresse psychique, elle entraîne beaucoup de troubles pour nos patients, et puis ça peut entraîner bien entendu des dysfonctions sexuelles qui elles-mêmes auront un impact également sur la détresse psychique de nos patients. Parce que nos patients, leur parcours de soins, c'est quand même un parcours de combattant. Et que notre rôle, nous, justement, dans le cadre des soins de support, c'est de leur rapporter cet équilibre, ce bien-être qui leur permettra, pendant les traitements, mais également après les traitements, d'être au moins le plus équilibré et d'être le plus écouté dans leur démarche. Et les soins de support sont là pour ça. Donc les soins de support, ce sont les soins qui vont accompagner les patients. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas nous, dans notre pratique en sexo, c'est que le panier des soins de support qui a été défini par l'Institut national du cancer définit vraiment des thématiques précises avec un panier indispensable. C'est-à-dire que tous les établissements qui prétendent à faire de la cancérologie à l'heure actuelle doivent pouvoir, de façon obligatoire, proposer ces types de soins de support à leurs patients. Que ce soit la prise en charge de la douleur, de la nutrition, soutien psychologique aux patients et à leurs aidants, l'aide sociale, l'hygiène de vie, c'est tout ce qui va être la prévention, l'activité physique adaptée, la préservation de la fertilité et les troubles de la sexualité sont rentrés dans ce panier des soins de support. Donc on voit bien qu'il y a une importance à justement pouvoir accompagner les patients et que cette importance est donnée par ce panier qui fait que les établissements vont devoir développer cet accompagnement de façon obligatoire pour pouvoir répondre au propre cahier des charges. Dans le cadre du réseau, on a fait une petite fiche destinée aux patients parce qu'il est vrai qu'on se rend bien compte que parler de sexualité, c'est pas évident, mais que les patients ont besoin qu'on leur tende la perche, qu'on leur donne en tout cas des outils. Et c'est vrai que ce petit flyer qu'on peut déposer dans les salles d'attente, ça permet d'être un auto-questionnaire qui permet de s'auto-évaluer afin d'être accompagné et éventuellement orienté. Et puis j'ai envie de dire que tout soignant doit pouvoir aussi aborder cette question de façon simple. Quand on pose une perfusion, quand on va faire un pansement, on peut poser la question, demander à un patient, est-ce que je peux vous poser une question intime? Je crois que le fait déjà de lui donner l'autorisation de poser la question, mais en sujet actif, et de dire, voilà, est-ce que votre maladie ou les traitements ont une répercussion sur votre vie intime? C'est des choses qui sont simples, mais les patients, en tout cas, si on leur tend la pêche, ils vont pouvoir l'attraper. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, en tout cas, voilà, j'ai des patients qui ont la même maladie que vous, qui ont des problèmes sexuels. Est-ce que c'est votre cas? Si la personne n'a pas envie de répondre, elle ne répond pas, mais en tout cas, elle sait qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer. Et c'est vrai que là-dessus, je crois qu'il n'y a pas la parité, en tout cas, qui a été faite dans ce suivi, parce qu'on voit très bien que dans le cas du cancer de la prostate, quand un patient va voir, que ce soit son oncologue ou sa radiothérapeute, à chaque fois, on lui posera tout le temps la question: quel en est-il de votre fonction urinaire? Quel en est-il de votre fonction érectile? Par contre, quand une femme a été opérée de la sphère pelvienne, on lui pose rarement la question en lui disant: et au fait, est-ce que vous avez repris les rapports? Est-ce que vous avez des douleurs lors des rapports? Comment ça se passe? Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps, en tout cas, de poser la question, d'attendre la réponse, d'avoir une attitude ouverte, au même titre que est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Donc les consultations, elles se font de façon individuelle ou en couple, ça appuie sur ce qu'on appelle les TTC, les thérapies cognitivo-comportementales, et on va surtout donner des informations qui sont personnalisées. Parce que les troubles du désir, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent en consultation pour les troubles du désir, donc elles ont eu la chimio, l'hormonothérapie, elles n'ont plus de désir, elles n'ont plus envie, et puis en général, 8 cas sur 10, quand elles arrivent, au bout de 5 minutes, c'est pas j'ai plus envie, c'est j'ai mal, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est important, en tout cas, de ne pas confondre ces troubles du désir avec ce qu'on appelle des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs qui peuvent être d'ordre superficiel ou profond. Et on va régler ce problème avant d'essayer, en tout cas, de régler le reste. Mais en tout cas, on se rend compte que dans le cas des cancers du sein, après des traitements, les patients souvent ont des douleurs. Et donc, du coup, après, elles n'ont plus du tout envie. Les troubles de l'orgasme, ne pas avoir d'orgasme, c'est pas forcément aussi ne pas éprouver de plaisir. Et puis, il faut interroger depuis combien de temps. On ne va pas non plus régler un problème qui était peut-être présent déjà 10 ans avant l'annonce de la maladie. Il faut aider aussi à découvrir son corps. Moi, je fais beaucoup, en fin de compte, de pédagogie.
Parce que tant les hommes, en tout cas c'est voyant, ça marche pas, ça se voit, mais en tout cas chez les femmes c'est très compliqué. Et hier encore j'ai une jeune femme de 23 ans, son anatomie elle ne connaît pas du tout. Et ça c'est en tout cas le rôle à mon avis de l'information, de l'éducation sexuelle, où les femmes, c'est vrai que quand le chirurgien leur dit c'est super, je vous ai tout enlevé, eh bien, elle, pour elle, il y a un grand vide à l'intérieur et donc du coup la reprise des rapports ça devient un stress important parce que justement on leur a tout enlevé. Mais c'est vrai que l'anatomie c'est quelque chose d'important que beaucoup de patients en tout cas n'ont pas acquis cette connaissance de leur corps. Et quand la maladie elle touche le sein, on voit bien que c'est lié à toute cette symbolique du sein. On est sur cet organe qui est vraiment très symbolique, qui va impacter tout aussi bien la féminité, la fécondité, la séduction. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment aider ces femmes à se réapproprier leur corps, à les orienter, à leur donner des bons conseils. Et le tatouage, ça reste un élément important. Alors c'est vrai que je fais de la dermographie médicale. Alors, ça, c'est aussi mon quotidien. Et c'est vrai que vous voyez, ces seins, moi j'appelle ça des seins Barbie, sans aréole, sans mamelon. C'est vrai que c'est compliqué. Alors qu'une simple séance de tatouage, en quelques temps, très simplement, on arrive à restaurer, à redonner confiance à ces patients. Donc c'est vrai qu'on a des outils qu'on doit vraiment utiliser, en tout cas en équipe pluridisciplinaire. Alors que ça soit, on parle du sein, mais on parle aussi de la sphère génitale. Et c'est pareil, les incidences après le cancer gynécologique, eh bien c'est vrai que les patientes, elles présentent vraiment des inconforts, des sécheresses vaginales, des troubles sexuels, des infections urinaires récidivantes. Et on sait qu'il y a un effet vraiment intrinsèque de la radiothérapie sur la muqueuse vaginale et c'est vraiment important en tout cas d'agir en amont. Dès le début, dès le moment de l'annonce, c'est important d'informer les patients en leur donnant des conseils simples, en s'appuyant sur des protocoles de soins. Nous, on a fait un petit protocole de soins qui est pratique. Il ne faut pas que ça soit trop onéreux parce qu'une patiente qui sort de la pharmacie avec des ovules, elle en a pour 60 €. On sait très bien qu'elle fera ça pendant 10 jours, mais qu'elle ne sera pas dans l'observance. Mais donner des protocoles de soins et leur expliquer que prendre soin de son vagin, c'est tous les jours, on doit s'en occuper, sinon après il y a des problèmes. Donc là-dessus, c'est important. Les rééducateurs, vous voyez, c'est ce qu'on voit un petit peu là-haut, c'est ce qu'on appelle des rééducateurs, des dilatateurs vaginaux. C'est ce qui va nous aider aussi pour les patientes qui ont des difficultés, qui ont des douleurs ou dans certaines prises en charge spécifiques, associer ça vraiment à de la rééducation. En plus, on a la chance dans la région d'avoir une association qui s'appelle Mimosa Meters qui nous les achète. Et donc, il n'y a déjà pas le frein financier. On peut remettre à chaque consultation ces rééducateurs aux patients. Donc, c'est vrai que la façon dont on va les utiliser, on va s'appuyer justement sur des documents qui sont des directives qui aident justement à la dilatation vaginale chez les femmes après radiothérapie pelvienne. Donc, c'est vrai que vous voyez, cette rééducation, ça reste quelque chose qui est médical. Pour les hommes, dysfonction érectile, chirurgie carcinologique pelvienne, on aura pas mal d'outils. Alors c'est vrai qu'on sait très bien que la teinte organique, ça va atteindre aussi bien la teinte non organique et que, vous voyez, c'était un peu des vases communicants de toute façon parce que un homme qui perd sa fonction érectile, moi j'ai eu un patient qui me disait j'arrive plus après un cancer de la prostate, je suis plus un homme, je suis plus un mari, je suis plus un époux, je suis plus un père. Et pour lui, en tout cas, toute sa représentation d'homme était localisée sur sa fonction liée à l'érection. Donc c'est pour ça qu'on peut les accompagner. Alors il existe des médicaments, les épidéocins, qui sont des médicaments maintenant qui sont génériqués, donc c'est facile d'utilisation. Il faut leur expliquer, bien entendu, savoir aussi les antécédents. Les traitements de deuxième ligne, on a les instillations intra-urétrales, il existe les injections intracaverneuses, le vacuum, qui ne marche pas très bien dans nos pays parce que quand on sort l'attirail, les patients n'ont pas trop envie. Et puis, en dernier recours, la chirurgie avec la pose d'implants péniens. Donc, on voit bien en tout cas que quand on doit parler de santé sexuelle, ça doit se faire à tout moment du parcours, qu'on doit légitimer, dépister en tout cas, et puis ne pas attendre l'après-cancer. Parce qu'en fin de compte, parler de la sexualité, c'est surtout refaire place à la vie, et que ce n'est plus une possibilité, mais ça devient vraiment un devoir pour chaque soignant de porter son attention à la personne dans sa globalité. Donc si on se réfère à un document qui a été établi par les experts,
qui parle justement des recommandations, on voit bien qu'il faut vraiment prendre en charge le plus tôt possible. Au moment de l'annonce, on sait très bien que ce n'est pas à ce moment-là que les personnes, sous le choc traumatique de l'annonce d'un cancer, ne vont pas penser à leur sexualité, mais si au moment de l'annonce, on leur donne la possibilité, durant leur parcours, de rencontrer toutes les personnes ressources et de parler déjà de la sexologue, de se dire, dans cet établissement, effectivement, on me donne quand même la possibilité, si j'en ai besoin, d'aborder ce thème, il n'est pas tabou. Donc on voit bien que c'est le plus tôt possible, tout au long du parcours de soins, mais également en situation palliative. Moi j'ai eu, il y a quelques temps, une petite dame qui est arrivée en chaise roulante avec le brancardier, et elle venait parce qu'elle me dit, bon voilà, je sais que les traitements sont terminés pour moi, j'en ai plus que pour quelques semaines, voire quelques mois, mais avec mon partenaire, on a besoin de se retrouver, on ne sait pas comment faire, j'ai besoin de vous. Donc voilà, on voit bien qu'en tout cas, c'est à tout moment de ce parcours, et qu'on doit vraiment l'organiser en sensibilisant tous les soignants. Je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut qu'on arrive à partager une sémantique commune, que ça soit des choses qui soient faciles dont il soit facile à parler, et puis d'orienter vers les praticiens. Et les seuls praticiens à l'heure actuelle qui sont en tout cas porteurs d'un terme de sexologue, ça se fait soit juste la spécialité oncosexo, c'est sur 2 ans à la fac, et sinon c'est le DU de médecine sexuelle ou le DU en sexologie clinique, ce que j'ai fait, qui se fait sur 3 ans. Donc c'est vrai que c'est un investissement, mais c'est quand même quelque chose qui donne les outils et qui légitime une profession un petit peu à part. Donc pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que préserver la santé sexuelle en cancérologie, c'est souvent rattaché à l'après-cancer, mois ou années après l'annonce, qui est une erreur, parce qu'on se rend bien compte que la réhabilitation sexuelle optimale, elle doit être précoce. Et justement, qu'on a besoin de s'appuyer sur ce qu'on appelle des personnes ressources, c'est-à-dire des soignants qui sont un petit peu des sentinelles, qui vont être des référents, et qu'on a besoin justement de nécessiter avec des annuaires, de pouvoir travailler en réseau, de pouvoir orienter, et qu'à l'heure actuelle, l'offre de soins, elle reste encore assez inégale. Donc, la qualité de vie, c'est devenu une priorité dans la prise en charge oncologique. On en parle pour nos patients, c'est important. C'est bien de les traiter, de les soigner, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de leur qualité de vie. Et que la santé sexuelle, c'est un droit. Et en tout cas, nos patients ont le droit d'être informés. Après, c'est à eux de choisir s'ils souhaitent ou pas un accompagnement, s'ils veulent une prise en charge en sexo ou pas. Mais en tout cas, s'ils ne sont pas formés, ils ne seront pas choisis. Donc c'est vrai que les orientations, elles peuvent se faire à l'aide d'annuaires, à l'aide justement de petites fiches repères, à l'aide de tous ces outils. Et c'est important, en tout cas, d'en parler autour de nous pour que cette prise en charge elle puisse être faite tout au long du parcours et après le cancer. Merci de votre attention.